pire cauchemar de la caste, c'est que les Français reprennent leur destin en main et reprennent les décisions. Ils se rendent compte, s'intéressent, s'informent. C'est d'ailleurs pourquoi ils nous ont sorti la boîte à outils, là, avec complotisme, conspirationnisme et tout. Voilà, parce que quand les gens commencent à réfléchir, c'est immédiatement du complotisme. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Vidal. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, en tout cas. Bien, écoutez, merci d'être notre invité. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef de Putsch Média. On vous connaît bien parce qu'on vous voit un peu partout, notamment dans les médias indépendants. Et on vous reçoit aujourd'hui dans un contexte politique assez agité, assez particulier, qui doit bien vous plaire, à mon avis. Mais on vous reçoit surtout suite à la sortie de votre lettre aux autruches et aux tubes digestifs publiée en auto-édition, et vous êtes actuellement en pleine promotion dans la région parisienne, donc ça vous change de votre sud. Exactement, exactement. Ouais. Alors ce livret est un véritable coup de gueule, comme vous aimez en délivrer à l'antenne, j'ai envie de dire. Elle s'adresse, cette lettre, à une certaine catégorie de personnes, une certaine catégorie de Français avec lesquels vous n'allez vraiment pas de main morte, mais ces autruches et ces tubes digestifs, ce sont qui exactement? C'est la question centrale du livre. Alors déjà, c'est une lettre. J'ai eu envie d'adresser une lettre à cette catégorie de gens qui sont on va dire que c'est la classe moyenne. Véritablement, c'est la classe moyenne. Alors c'est pas la classe supérieure, une partie de la classe supérieure, mais la classe moyenne finalement qui a encore qui a encore des boulots, qui sont salariés pour la plupart, qui ont encore 3 sous de côté, qui ont des comptes épargne, qui partent en vacances, essentiellement en low cost, qui ont encore des activités, qui vont faire de la zumba, qui vont faire du paddle, qui vont faire du tennis, qui arrivent à un moment donné, qui mettent en avant finalement leur égoïsme particulier, tout en refusant manifestement de voir que la société politique, la société et la politique est en train de littéralement les désosser, est en train de les mettre tout nus pour pas dire autre chose. Et en fait, ils estiment, ces gens-là, à tort, c'est d'ailleurs l'objet du livre, que vu qu'ils ne s'intéressent pas à la politique ne s'intéressera jamais à eux. Et finalement, ils font de leur appartement, de leur petite maison ou autre, une espèce de souveraineté au-delà de laquelle il n'y a aucune conséquence, la politique n'a aucune conséquence sur eux. Et ça, c'est terrible, parce que c'est des gens, en fait, qui se sont mis en retrait de la vie démocratique, de la vie du pays, et qui ne comprennent pas qu'ils sont les complices involontaires de la destruction du pays. Et si nous vivons aujourd'hui ce que nous vivons, c'est aussi à cause d'eux. Je mets immédiatement par côté les classes moyennes qui ont été massacrées par le néolibéralisme, par la mondialisation, par le marché roi depuis 30 ans, 40 ans, au tournant de l'austérité, le tournant de la rigueur de 83 de François Mitterrand, parce que eux, aujourd'hui, le seul objectif, c'est de savoir comment ils vont bouffer tous les matins, ou du moins de donner à manger à leurs gamins. Alors eux, je les mets de côté, vraiment. Eux, ils ont été concassés par le système. Donc eux, ils sont dans la subsistance totale. Mais la classe moyenne, là, qui a des crédits, qui vit finalement comme bon lui semble, qui va chercher fortune dans le développement personnel en regardant des vidéos ou en s'avachissant devant la télé, qui regarde Netflix, et qui manifestement n'a pas conscience de ce qui se passe, et en plus ils s'en foutent. Moi, combien de fois on m'a dit, et on me dit toujours, mais toi, la politique, ça t'intéresse. Moi, ça m'emmerde. Mais c'est là que je comprends plus. À un moment donné, la politique n'est pas un hobby, je le répète, la politique, c'est tous les jours. Le prix de l'électricité, l'inflation, les impôts, la dépossession, la perte de souveraineté, tout ça, le chômage de masse, délocalisation, désindustrialisation, c'est de la politique. Ces gens ont la classe politique au pouvoir, et celle d'avant aussi, mais celle au pluriel, finalement, s'est servi, s'est appuyé manifestement de cet hédonisme, cet égoïsme absolu, pour faire ce qu'elle a eu envie de faire, et aussi, et il faut quand même le dire, parce que c'est aussi le sujet du livre, c'est la volonté manifeste depuis 30 ans d'abrutir les masses,
d'abrutir les gens, finalement de leur vider le cerveau à la louche. Et on va, voilà. et on c'est va, pour ça que, et on va y revenir justement. On va en parler. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu plus sur cette classe moyenne qu'on cible bien souvent d'ailleurs. Alors selon les statistiques de l'INSEE, alors ils associent classe moyenne inférieure et classe moyenne supérieure, qui semblerait-il ferait partie de 40% de la population, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que 40% de la population, elle est réellement décisionnaire dans la vie politique, dans l'avenir politique du pays? Si vous occupez pas des affaires publiques, forcément, vous n'êtes pas décisionnaire, manifestement. Et puis, pour revenir, une petite précision, vous avez raison de le noter, les classes moyennes supérieures, c'est celles qui ont voté aussi pour la Macronie. C'est celles qui nous ont dit « Macron nous sortira de là ». C'est celles qui ont craché sur les gilets jaunes. C'est celles qui ont craché sur les opposants à la réforme des retraites. C'est celles, comme me dit dans le très bon livre Jérôme Sainte-Marie, cette espèce de bloc aspirationnel qui aspire un jour faire partie de l'élite, faire partie des 1%. Mais vous vous trompez, chers amis. Vous vous trompez. C'est pas parce que vous gagnez 10 000 balles par mois que vous êtes propriétaire que vous allez échapper au massacre social qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et cette classe moyenne supérieure, alors partout, parce que je sais que souvent, dans les interviews et dans les commentaires, on me dit, mais moi, je sais, mais en règle générale, la classe moyenne supérieure, elle, a pris parti pour l'oligarchie, très clairement, et pense que l'oligarchie va servir ses intérêts. Alors, je vous arrête tout de suite, arrêtez, parce que c'est pas vrai. Donc, eux, ils sont carrément des complices, quoi. Vraiment complices. Et les autres, ils sont victimes, mais victimes sans s'en rendre compte. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, non. Quand vous vous dépossédez vous-même de votre choix politique, de votre citoyenneté, que vous avez été abruti par le système médiatique de jeux télévisés, de télévision, que vous avez été aussi concassé dans l'effondrement prémédité, orchestré et organisé de l'éducation nationale, eh ben vous êtes soit un tube digestif, soit une autruche, et malheureusement, parfois vous êtes les deux. Et ça, c'est terrible parce que là, l'oligarchie, ils ont besoin d'avoir des tubes digestifs pour gouverner. Parce que s'ils avaient des citoyens, ça serait un peu plus compliqué. D'ailleurs, je renvoie tout le monde à aller voir ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Ou les Gilets jaunes, eux, c'est cette partie de la classe moyenne qui s'est dit à un moment donné, comment se fait-il que je bosse, que je me tue à la tâche, que j'essaie d'éduquer mes gosses, et que je suis à 15 du mois, je n'ai plus rien dans le frigo, je n'ai plus de loisirs. Le loisir, on a oublié, hein. Mais j'ai plus rien dans le frigo. Donc, je peux même plus subvenir à mes besoins. Et donc, les Gilets jaunes, c'est le premier cri d'alarme. C'est la première alerte où Macron et sa bande, mais pas que Macron et sa bande, parce qu'on parlera peut-être de ce qui se passe aujourd'hui en France, mais l'oligarchie, la classe politique, ce que j'appelle l'oligarchie, finalement, c'est une classe politique qui est complètement déconnectée de la réalité et qui a un profond mépris de classe pour le peuple. Voilà, c'est les classes dangereux, c'est ceux qui ne comprennent rien, ils sont un peu benés, ils comprennent pas, c'est ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Et ils n'ont pas voulu voir ça. Et les Gilets jaunes, c'est cette classe moyenne-là qui commence à sortir, fait sa chrysalide, et de France, du moins d'individus, il passe petit à petit à citoyen. Et on se rend bien compte ce qui leur est tombé dessus par la classe médiatique et la classe politique, ces abrutis, ces sans-dents, ces gueux, enfin tout ça a été dit par Macron, par Hollande et consorts. Et finalement, on les a traités comme des moins que rien. Parce que le pire cauchemar de la caste, c'est que les Français reprennent leur destin en main et reprennent les décisions. Ils se rendent compte, s'intéressent, s'informent. C'est d'ailleurs pourquoi ils nous ont sorti la boîte à outils, là, avec complotisme, conspirationnisme et tout. Voilà, parce que quand les gens commencent à réfléchir, c'est immédiatement du complotisme. Parce qu'il faut délégitimer finalement l'intelligence populaire de ceux qui ont compris qu'on ouvert les yeux pour essayer finalement de créer un cordon sanitaire, un front républicain de l'oligarchie joyeuse pour essayer de décrédibiliser, de dire attendez, vous comprenez rien, restez dans votre coin, nous on s'occupe de tout. Voilà, schématiquement c'est ça qui s'est passé et les Gilets jaunes ont été ce premier cri d'alerte et après ça s'est succédé jusqu'à aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas complètement se comprend assez facilement. Alors moi j'ai envie de vous demander ces personnes auxquelles vous vous adressez dans cette lettre, est-ce que ce sont vos lecteurs finalement? Très bonne question. On m'a souvent demandé cette question-là. On me dit souvent dans les commentaires, les lecteurs qui m'ont lu me disent c'est marrant, mais ce qui est dommage dans ton livre, c'est que les gens que tu cibles ne le liront jamais. Alors ça, c'est intéressant parce qu'au début, c'était pas vrai. Et les derniers témoignages que j'ai reçus, j'ai eu pas mal de témoignages. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été le cas. Mais avant, j'ai écrit ce bouquin effectivement pour essayer de secouer. Vous l'avez dit, c'est un bouquin c'est une paire de bouffe. Moi, j'aime ça. La politique de la paire de bouffe, à un moment donné, dans l'écriture, soyons précis, m'intéresse parce que je suis comme ça. Je suis véritablement comme ça. Je vais lire un petit passage, si vous voulez, un petit passage où vous êtes quand même assez, ça y va.
Je vous cite, « En réalité, vous êtes les victimes coupables d'une élite politique qui a cherché à vous infantiliser, à vous corrompre, à vous empêcher toute forme de résistance à la grande religion de la consommation. Jouissez, achetez, consommez, empruntez, divertissez-vous et amusez-vous. » Ben oui, clairement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est les plonger dans le bac de l'amusement, littéralement. Le monde de la consommation, le marché roi, a besoin de clients et de consommateurs. Ils ont essayé d'imposer dans ce pays la démocratie IKEA. C'est la démocratie IKEA. Allez acheter des étagères Billy, montez-les tout le week-end, mais surtout, ne vous occupez absolument de rien. Vous inquiétez pas, on gère. Donc, la démocratie IKEA, finalement, a donné quoi? A remplacé le bulletin de vote par la carte bleue ou par le crédit consommation pour essayer de s'équiper et finalement pour essayer de jouir de ce qu'on a appelé l'American Way of Life, voilà, le robot cuiseur, l'enceinte Bluetooth et tout. Et à partir du moment où on se retrouve là, c'est-à-dire que ça devient un véritable objectif d'existence. C'est-à-dire j'ai ça, j'ai ces éléments d'électroménager, donc je suis arrivé par là même à un niveau social qui aujourd'hui, je me dis, j'y suis arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire que, comme je dis tout à l'heure, dire que ces gens, véritablement, ils sont des consommateurs et un consommateur, il ne pose aucun problème pour en pouvoir. Et pour en pouvoir qui prend de plus en plus d'aise dans le pré-totalitarisme, dans l'autoritarisme. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Et c'est ce qu'on a connu après la crise Covid, parce que ça aussi, je pense que ça a été véritablement le basculement. Effectivement, parce que ce que vous décrivez là, on a vraiment l'impression que vous vous adressez à des pantins, finalement, à une société qui est plongée dans le consumérisme, qui vit dans une espèce de léthargie et qui n'a plus de pouvoir de décision, qui, d'ailleurs, vous les appelez les petits soldats de l'oligarchie. Alors oui, vous l'avez rappelé, on l'a vu, on a vu la société, on a vu les Français réagir face à cette crise Covid et être tétanisés finalement, et on a été très peu à se soulever. Donc quelque part, ça ne laisse rien de bon à l'avenir en fait. On se dit quel sera notre avenir, et là on va forcément, mais on va encore parler de votre livre, mais on va forcément empiéter sur l'actualité, quoi. On se dit, on nous fait croire qu'on a un certain pouvoir décisionnaire, démocratique, qui n'en est pas en fait. On n'a aucun pouvoir. Vous avez raison, on n'a eu aucun pouvoir parce que, je reviens très brièvement sur les Gilets jaunes, ils ont été réprimés. Ils ont été massacrés, ils ont été humiliés, ils ont été méprisés. Donc finalement, les gens qui avaient commencé à se lever, ils se sont dit je vais dans la rue pour manifester, je me fais massacrer. Macron a massacré les Gilets jaunes. Ni plus, ni moins. Dire le contraire aujourd'hui est un mensonge. Littéralement. Ça a été le cas pour la réforme des retraites. Pareil. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que et on l'a bien vu pendant la crise Covid, vous avez raison de le dire, la crise Covid, ça a marqué un véritable tournant parce que on rentre vraiment dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que pendant la crise Covid, les gens qui ont résisté, ou du moins qui ont posé des questions ou qui ont essayé de résister à ça, et ils se sont posé des questions en se disant là, je suis citoyen, j'estime que je dois réfléchir à ce qui se passe et je dois m'opposer à ce que je crois injuste, littéralement, et pré-totalitaire et autoritaire. Et les autruches et les tubes digestifs, eux, ils sont allés dans le panneau totalement. Ils sont allés se faire injecter, surtout parce qu'on leur a dit, si vous ne faites pas injecter, le bar, le resto, la zumba, la salsa, le mojito du vendredi soir et vos vacances, vos longs week-ends de vacances, c'est terminé, fini. Donc ils se sont dit, moi ma vie d'avant, je la veux. Donc il faut absolument que j'aille me faire injecter, obligatoirement. Et ça c'est terrible, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens-là n'ont absolument pas réfléchi à ce que ça allait impliquer socialement, politiquement et surtout démocratiquement à court, moyen et long terme. Non, ils ont voulu reprendre leur vie d'avant. Et ça a été terrible, parce que finalement, dans cette façon de réfléchir, sans se poser la question, avec la propagande des médias, où on a entendu tout et n'importe quoi, bien entendu, et là, ces gens-là, c'est là qu'on se rend compte que vous n'avez pas de libre arbitre, que vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même, et que vous suivez le mouvement de la moutonnerie, vous engagez la nation dans des travers qui sont extrêmement troubles, opaques, littéralement, et vous faites basculer finalement la nation dans un pays de voire de non-liberté totale. Simplement pourquoi? Pour honorer votre petit plaisir égoïste, pour continuer
finalement à exister comme c'était avant. Et on leur a dit, et puis aussi en se disant, si je le fais, ça passera plus vite. Si tout le monde va se faire injecter, on en sortira plus vite. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Et là, on arrive, je crois, au corps du sujet. C'est-à-dire que quand vous êtes égoïste à ce point, en voulant, une nouvelle fois, je le répète, continuer votre petite vie de plaisir, de loisir, et faire vos petites activités, en disant, bon, maintenant, une fois que j'aurai ce passe-là, je pourrai avoir droit. Je pense quand même ces gens-là n'ont pas bien réfléchi à tout ça. Et ben, finalement, après, avec la propagande médiatique et la propagande politique que nous avons eue, finalement, chaque pouvoir totalitaire ou autoritaire a besoin d'une force publique, les forces de l'ordre, mais il a surtout besoin d'une partie de la population qui se retourne contre l'autre. Et ce qui a été mis en place, c'est que la masse de gens qui sont vaccinés, il y a une partie d'eux qui finalement sont fait pression sur les autres pour que tout le monde se vaccine. Alors, à coup de tu veux tuer papy, tu veux tuer mamie, tu veux pas qu'on s'en sorte, si tu y vas pas, ça va durer trop longtemps, il va y avoir des morts. Et finalement, c'est là que c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, ces autruches digestifs, il y en a qui ont compris. Parce qu'il y en a qui ont compris. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. Ils ont passé à autre chose. Et ils n'ont tiré aucun enseignement de ça. Aucun enseignement de ça. On avait averti sur le pass sanitaire, pardon. Vous avez raison. On avait averti. On a été beaucoup de médias, enfin les médias indépendants, on avait averti. On a averti sur le pass vaccinal. On a averti sur le QR code. On nous a dit complotisme. Ah bon, qu'est-ce qui va se passer pour les JO, là? Le QR code, on l'a. On l'a. Donc, on a finalement fait, je le dis concrètement, moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que j'aime pas trop parler à tort à travers et j'essaie de comprendre aussi pour pas aller trop loin parce que je trouve que la situation est déjà compliquée. Si en plus on a noirci, je pense que c'est pas le truc. Mais on s'est rendu compte que ce qui s'est passé pendant le Covid, ces gens-là manifestement se sont dit jusqu'où ils sont capables de se mettre à genoux, voire à plat ventre, de manière à ce qu'on puisse faire ce qu'on veut. Et là, on est typiquement dans un système politique qui met en place une forme de totalitarisme avec un président qui nous a quand même dit, qui a lié quand même notre citoyenneté à la vaccination, en disant que les gens non vaccinés étaient des sous-citoyens qu'il avait envie d'emmerder. Vous imaginez ça? Il y a dans un pays, franchement, dans un pays serein, sain d'esprit, mais on aurait dû être 25 millions dans la rue, c'est à cette déclaration des Macron. Le 12 juillet, il dit ça. Et on va revenir à toutes les déclarations justement d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'y a pas que celle-ci qui aurait dû faire bondir les Français, j'ai envie de vous dire. Mais autre volet, vous l'avez abordé, la propagande des médias. Vous avez écrit en 2021 un livre justement, Le Grand Errement des médias, c'est ça? Dans lequel vous dites qu'il n'y a plus de débat, que tout débat en fait n'existe plus, que les médias sont finalement tenus par de grands groupes, de grands lobbies peut-être même, et vous en savez quelque chose parce que vous avez fait partie de la rédaction de RT France. Donc, qui plus... Enfin, vous êtes vraiment à même de raconter cette expérience. Vous l'avez vécu de l'intérieur, vous avez vécu cette propagande. Donc là, on est vraiment, et on l'a dit, les médias alternatifs essayent tant bien que même de faire leur travail. C'est très difficile pour vous comme pour nous. Oui, bien sûr. Parce qu'on est soutenu finalement par personne et on est en plus traité de complotiste. Oui, bien sûr. Et ça fait partie aussi d'une stratégie d'asservissement des Français finalement, parce que ils s'informent où? Ils s'informent à la télé avec des débats qu'on connaît bien, qui sont totalement faux. Là, on peut dire c'est quand même c'est de la fake news. Quelque part. C'est un théâtre de Guignol qui laisse... Oui. Pour revenir sur l'expérience RT France, bien entendu, moi, c'est une chaîne qui m'a fait confiance dès le début, pendant les Gilets jaunes. J'écrivais à ce moment-là un peu dans le Figaro Vox, à droite à gauche, j'étais invité sur 2-3 médias. Au début de la création de Pout, qui avait connu une campagne de presse assez retentissante. J'avais fait France Inter, France Culture, France Info, TV5 Monde, j'avais fait quand même pas mal de grands médias avec ça. Et sur la crise des Gilets jaunes, pour moi, déjà, ça a été un basculement. Parce que je m'étais pas rendu compte à quel point le pays souffrait. C'était le 10 novembre 2018. Je vais le 18 novembre sur les premiers ronds-points de Normandie. Et là, je me rends compte, en fait, je prends dans la gueule. Je vais être vulgaire, mais je le dis, je le prends dans la gueule, la misère des Français. Vraiment, je la prends dans la gueule. J'étais un peu protégé. J'étais dans mon sud natal. Je suis arrivé à Paris il y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte, effectivement, je venais d'une famille classe moyenne sup. Et je me suis rendu compte de la misère des Français. Et là, effectivement, moi, j'ai basculé concrètement par rapport à ça. Alors que moi, je suis un bouseux, je viens d'un petit village du Gard, la place du village, le café du village, l'équipe de foot du village. Je viens pas d'une métropole, je suis vraiment né dans la Glaise et j'en suis fier et je continue aujourd'hui à vivre dans la Glaise parce que j'adore ça et que c'est chez moi en fait.
c'est chez moi et je suis parmi les miens. Et je me suis rendu compte de ça. Et puis ensuite, pour accélérer là-dessus, oui, RT, à un moment donné, je fais un grand papier dans le Figaro Vox, une tribune qui a très très bien marché. C'était le peuple n'a ni raison ni tort, il décide. Une tribune qui est toujours en ligne, qui a été reprise dans le Figaro après. Et sur à ce sujet-là, RT m'appelle, donc je fais mes classes chez RT. Et ce qui est intéressant pour revenir à ça, moi j'ai vécu trois années magnifiques chez RT. C'est une chaîne qui m'a fait confiance, qui m'a appris la télévision, qui m'a appris aussi par le travail journaliste, parce que je le connaissais avant, mais travailler autrement par rapport à ça, et qui m'a laissé carte blanche. Parce que dire que RT, finalement, on était tous des agents déstabilisateurs de la démocratie française, parce que c'était la grande théorie. Au début, les médias mainstream, c'était RT fait des fake news. Ça n'a été jamais le cas pour la chaîne. Et ensuite, comme ils ont vu qu'ils pouvaient pas attaquer la chaîne sur les fake news, ils ont attaqué la chaîne en disant tous les gens qui passent sur RT sont des agents déstabilisateurs de la cohésion du pays. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, depuis 2 jours, avec ce qui se passe en France, le RN, peu importe, il n'est pas question de savoir si le RN, mais la question de l'oligarchie, le politique, c'est des agents déstabilisateurs. Donc finalement, l'oligarchie a pointé du doigt la chaîne RT en disant il n'invite que des gens qui sont là pour déstabiliser le pays de l'intérieur. Donc ingérence étrangère avec des Français. C'était mais absolument dingue pour la bonne et simple raison, je le dis tout le temps, si les médias français ils avaient fait leur boulot depuis le début, RT n'aurait jamais pu s'installer en France. Aucun média comme RT ne peut pas s'installer en France. Si les médias français font leur boulot, vous n'existez pas, je n'existe pas. Si France Info, France Inter, BFM, LCI, CNews et les autres européens font leur boulot, je veux dire, objectivement, mais nous n'avons aucune raison d'exister. Nous existons simplement par le fait que les médias, la grande majorité des médias mainstream, finalement, défendent la même chose. Une espèce d'endogamie européiste, mondialiste, avec un jeu d'ombre, un théâtre de guignol sur les partis politiques en nous mettant, en échafaudant des fausses oppositions. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement attaqués. Et c'est pour ça qu'RT a fermé, parce que je rappelle que RT a été fermé en 48 heures, sur décision d'Ursula von der Textolegen, dont personne ne parle, enfin, très peu de médias parlent de l'affaire actuellement, qu'elle a depuis un certain temps. Et la chaîne a été fermée en 48 heures. C'est 176 personnes qui ont été mises sur le carreau. Et cette chaîne-là, bien sûr qu'elle était payée par le Kremlin, il faut pas, enfin, par la Russie, on va pas le nier. Mais moi, on m'a jamais dit, Nicolas, sur telle personne, tu dis, il faut pas dire ça, là-dessus, ça serait mieux d'incliner comme ça. Non. On m'a toujours laissé carte blanche. Je peux vous assurer que je faisais des éditos tous les jeudis matins. Les éditos, je les envoyais le matin même. On m'a jamais dit, tu envoies ton édito 24 heures avant parce qu'il faut que ça passe en comité de rédaction, machin. Jamais. J'ai envoyé mes éditos avant de prendre le taxi le matin par mail. Donc, personne pouvait lire enfin, les éditos, ils avaient 2 heures pour les lire. On m'a jamais dit ça, tu peux pas le dire et tout. Donc, j'avais une libre pensée. Et une nouvelle fois, je veux conclure là-dessus. Si les médias français avaient fait leur travail, honnêtement, une chaîne comme RT France n'aurait jamais existé. Et aussi, RT était très, très suivi par les Gilets jaunes. Ah, vous comprenez, c'est des agents déstabilisateurs, c'est les gérances étrangères, ils tournent les gens, ils essaient de retourner les gens contre le gouvernement. Non, parce qu'en fait, RT allait sur les ronds-points, filmait les manifestations, de façon en montrant ce qui se passait. Voilà. Et les médias, une nouvelle fois, si RT a pu avoir ce succès-là, c'est parce que la classe médiatique française n'a pas voulu faire son travail, littéralement. Et ça, c'est un vrai problème. On a essayé de le défendre, et puis RT a été fermé. Vous avez fermé RT, pas de problème. Aujourd'hui, il y a une kyrielle de médias indépendants comme le vôtre qui font que nous sommes là avec des grosses communautés, avec des gens extrêmement engagés et qui nous aident, qui nous font des dons, qui s'abonnent. Et c'est pour ça que nous grossissons en permanence. Et je le disais il y a quelques mois à un patron de chaîne télé que j'ai rencontré, et je lui disais, vous sous-estimez vraiment qu'il y a un monde souterrain médiatique où nous avons une puissance de frappe incroyable, littéralement. Vous organiseriez votre chaîne, vous feriez sur votre chaîne 10% de temps d'antenne mensuel sur des émissions qui ressemblent aux nôtres, vous exploseriez les audiences, littéralement. Ce qui concerne le privé. Vous voyez, donc, oui, les médias, c'est le livre que j'avais écrit, Médias le grand errement. J'ai essayé d'expliquer comment les médias, depuis 30 ans, on va dire, depuis le début de la construction européenne, enfin, depuis 92, pas la construction européenne, mais depuis le traité de Maastricht, ensuite 2005, et j'ai montré comment les grands médias avaient porté finalement, et avaient défendu bec et ongle la doxa européiste, la doxa mondialiste, la doxa libérale, la doxa progressiste, littéralement. Alors, on va quand même apporter une petite notion. Quand je parle des grands médias, je parle d'éditorialistes, je parle de ceux qui ont des salaires à 5 chiffres, je parle de ceux qui sont carrément fossilisés dans leur siège, où il y a carrément leur nom derrière, là, qui sont là tous les jours à nous prêcher la bonne parole. Je parle pas
des journalistes que je connais, des GRI, des pigistes, Bien qui sûr, sont payés oui. à coups de lance-pierre, Oui. qui sont allés en plus ils les envoyés dans les manifs, hein, dans des situations très compliquées. Ils en ont pris manifestement. Là, il y a eu, voilà, ces gamins et ces gamines sont mal payés, vont dans les manifs, ils prennent des coups, ils prennent des gaz. Et puis on peut aussi souligner que ils n'avaient pas le choix pendant la crise Covid. Ils n'avaient pas le choix de dire non, je rends ma carte de presse parce que vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et je vais vous raconter une anecdote qui est extrêmement intéressante. Moi, quand je lance Putsch Média début 2018, ça commence à savoir parce que je travaille sur le projet depuis un certain temps, depuis près d'un an, et fin 2017, je commence à recevoir pas mal d'appels et de mails et de journalistes en fait qui travaillent dans des rédactions privées et publiques, des gens qui étaient salariés, hein, faut le préciser, des gens qui étaient salariés de grandes rédactions qui m'ont dit, je les ai reçus à l'époque, j'étais dans le 17e, et je les ai reçus et ils sont venus me dire, tous, ils ont eu le même discours. Moi, si tu peux me payer, même un peu moins que je suis payé aujourd'hui, je viens chez toi. Parce que dans les rédactions dans lesquelles je travaille, il y a déjà des sujets que je ne peux pas aborder, que je ne peux pas traiter, mais ça va plus loin, Kate. Si jamais je m'amuse à aborder certains sujets en conférence de rédaction, c'est la conférence de rédaction, c'est pour les auditeurs, les spectateurs, c'est la réunion qui permet de dispatcher les sujets de manière à monter un journal télé, radio ou faire ce qu'on appelle le chemin de fer d'un journal ou d'un magazine. Même si j'aborde ces sujets, je serai placardisé. Donc il y a des rédactions aujourd'hui, depuis un certain pas qu'aujourd'hui, voilà, où il y a des sujets qui sont tabous ou des angles qui sont impossibles à aborder. Parce que ne serait-ce que le fait de les proposer, vous êtes placardisé. Donc, pour finir là-dessus, ces gens-là sont venus me voir. Et là, je vous parle de entre 20 et 30 journalistes qui sont venus me voir, de grandes rédactions parisiennes, pour me dire, si tu peux me payer, moi, je viens. Moi, je leur ai dit, malheureusement, je partais une nouvelle fois tout seul, je pouvais pas payer personne. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement révélateur, parce qu'on se rend bien compte que les médias défendent l'endogamie du pouvoir en place, mais pas que le pouvoir en place, parce que Macron, finalement, n'est que l'excroissance de la mondialisation, du mondialisme et de l'asservissement au marché, mais en détruisant bien entendu consciencieusement ce qu'il nous reste, et après avoir vidé la caisse, puisque Macron a vidé manifestement la caisse. Donc tout ça pour dire que les médias, les grands médias et les directions des médias et les grands éditorialistes grenouillent dans le même monde, et ils ont les mêmes intérêts, parce que la mondialisation les sert, parce qu'ils ont les salaires pour, ils ont les réseaux pour. Généralement, ces gens emmerdent leurs enfants à l'étranger dans des lycées français, ils vivent dans des arrondissements parisiens où il y a 14 digicodes avant d'accéder à eux. C'est eux qui nous parlent de mixité sociale, c'est eux qui nous parlent de pouvoir d'achat, c'est eux qui nous parlent finalement d'être ouverts à l'étranger, ouverts notamment à l'Union européenne, croire au marché, croire au progressisme. Mais eux s'en défendent. C'est-à-dire, eux, dans leur vie privée, ne respectent pas un seul des commandements qu'ils professent à la télévision. Et je l'ai vu de l'intérieur, c'est absolument dingue. Je vous donne un exemple de quelqu'un que je connaissais très bien, qui était économiste, qui était anti-Union européenne, qui avait des discours extrêmement intéressants. Eh ben, il est allé un jour sur une chaîne, il a été invité. Entre ce que je connaissais de lui et ce qu'il a dit sur la chaîne en question, il y avait la nuit et le jour. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que sinon, ils me réinviteront plus. Je dis, mais comment, à un moment donné, tu peux avoir des convictions sur des sujets aussi importants et finalement, plus qu'arrondir les angles, là on coupe les angles carrément, aller sur un plateau télé où t'es pas payé, on te prend juste en charge de taxi aller-retour, simplement parce que tu me dis sinon ils m'appelleront plus. Donc tu préfères finalement poser ton cul, demi-heure par mois sur un plateau télé, plutôt qu'aller défendre tes convictions. C'est ça aussi la conviction, et c'est ça aussi l'engagement. Voyez-vous? C'est-à-dire est-ce qu'on préfère les lumières, les spots et les caméras sur des plateaux télé où c'est le syndrome de maman, tu m'as vu, je passe à la télé, ou alors est-ce que c'est pour essayer de défendre ce qui est à défendre et pouvoir à un moment donné donner une grille de lecture plus intéressante aux gens qui prennent la peine de regarder nos vidéos, vous, les nôtres, enfin toutes les vidéos de nos médias indépendants. C'est des exemples que je rencontre dans ce dernier livre, enfin pas le dernier, mais celui d'avant, qui me semble extrêmement intéressant pour que les gens comprennent bien de quoi on parle quand on parle de ça. Voilà.
Et juste une petite Oui. parenthèse, parce que vous soulignez les gens qui manquent d'engagement. Souvent, je vois passer cette petite phrase sur les journalistes, parce que vous savez, les journalistes, on n'est pas forcément très appréciés par la société. Ouais. Et je vois souvent cette phrase un journaliste, c'est soit une pute, soit il est au chômage, soit au chômage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça, moi, je l'ai entendu. J'ai entendu aussi. Moi, j'entends. Vous avez raison. Je rebondis là-dessus. Moi, j'ai entendu aussi très rapidement chez les gilets jaunes merdia. Et quand je vais sur les premiers ronds-points gilets jaunes, mes amis gilets jaunes qui étaient avec, je ne connaissais pas, mais après, je les ai connus dans ma vie. De suite, me demandaient, vous n'êtes pas BFM au moins? Je me souviens. Bon, après, Putsch a fait son nom, donc après, c'était beaucoup plus facile. Mais je sais qu'il y avait une véritable aversion, une méfiance, une défiance. Toujours, hein. Bien sûr qu'il existe toujours. Mais pour tout de même, une nouvelle fois, l'émergence de nos médias. Enfin, moi, je suis toujours frappé de voir à quel point, quand on fait des réunions publiques ou qu'on fait des conférences, notamment sur mon livre, ou qu'on fait des trucs, les gens nous remercient, en fait. C'est absolument incroyable. C'est un véritable amour réciproque. Et ils sont tellement heureux de pouvoir avoir des médias comme nous qui leur donnent une autre vision de l'information, qui partagent ou pas l'avis de tous nos invités. C'est pas le sujet. On n'est pas là pour inviter que des gens. Même moi, comme vous, j'invite des gens avec qui je suis pas d'accord. Mais mon problème, c'est pas de les. On n'est pas dans un prétoire de tribunal. Je suis là pour leur donner la parole. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un basculement, et c'est ce qui fait que nos communautés grandissent, parce que les gens ont besoin d'être informés. Mais je crois que la volonté, c'est d'avoir une information honnête, C'est-à-dire honnête. Les Gilets jaunes n'ont jamais demandé à ce que tous les médias, le soir, fassent l'apologie des Gilets jaunes. Ils ont simplement demandé d'avoir une information absolument honnête. Regardez sur l'Union européenne. L'Union européenne de 92, 2005, tous les médias étaient pour le oui. Tous pour le oui. Et manque de peau en 2005, bam, il est sorti le non. La réforme des retraites. Ils nous ont tous expliqué que c'était génial. Tous dit qu'il fallait la faire. Tous dit que le pays allait s'écrouler. Il n'y en a aucun qui a parlé des grandes orientations politiques économiques de Bruxelles en disant la réforme des retraites, c'est Bruxelles qui l'impose. La réforme de l'assurance chômage, c'est Bruxelles qui l'impose. Voilà. Donc, on essaye de faire venir des toutologues de plateau, là, pour nous expliquer que c'est génial et qu'il faut la faire et que c'est nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants qui paieront les retraites, qui n'en auront pas et qui... Mais la réalité, c'est que les sujets ne sont pas abordés. Alors, d'une part, il y en a qui comprennent rien. Faut être clair, hein. Parce que quand je vois, depuis les européennes, certains journalistes connus qui se sont aperçus, notamment à la faveur de la crise agricole, qu'il y avait un problème avec l'Union européenne, ils ne connaissent rien. Ils n'ont jamais ouvert un traité européen de leur vie. Absolument jamais. Et je ne suis pas sûr qu'ils connaissent la différence entre le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen. Oui, je veux dire, enfin, on est chez les fous. Donc, c'est manifestement des gens, d'une part, qui ne travaillent pas, pour certains, n'essentialisons pas, et d'autre part aussi, ils doivent, à un moment donné, pousser le narratif européiste. Toujours. Et ce narratif européiste nous a amené à la catastrophe. Littéralement. Et sur bien des sujets. Ce n'est pas un sujet à part. C'est véritablement le sujet central de ce qui se passe aujourd'hui. Et les médias l'ont toujours vendu. Mais il faut quand même noter qu'en 2005, 54% de Français ont voté non. On se rend compte que c'est important. Et aujourd'hui, regardez le traitement qui a été imposé aux partis de Philippot, d'Asselineau, de Kuzmanovic et d'autres qui n'ont pas été invités. On a eu ce débat totalement, ce débat incroyable mardi avant les élections qui a été totalement invisibilisé. Ils leur ont coupé la parole, ils n'ont pas respecté les temps. Bon, peu importe. Donc, finalement, on n'a jamais pu avoir ce débat-là. Le débat démocratique des médias, ça aurait été à un moment donné sur les débats qu'il y a eu les européennes. On a eu les 8 mêmes têtes de liste là, qui sont tous européistes, peu importe. Pourquoi on n'a pas eu des débats, des tirages de sorts sur des débats? Pourquoi il n'y a pas eu 2 parties de soirée avec un tirage de sorts et pouvoir faire au moins échanger 13-14 candidats de manière à avoir un Asselineau face à une Valérie Hayé, peut-être un Florian Philippot face à un Jordan Bardella ou à Raphaël Guzman. Ça aurait été véritablement une vitalité démocratique parce que là, ils auraient été mal à l'aise. Vous voyez? Donc, qu'on soit souverainiste ou pas souverainiste, là n'est pas la question. Mais les médias doivent aux Français, à un moment donné, le débat, la confrontation des idées. Parce qu'inviter 8 personnes qui sont toutes pour rester dans l'Union européenne, sur ce sujet-là, eh ben, franchement, c'est pas honnête. Et là, et je reviens à ma première idée, les Français qui s'intéressent et qui se sont informés veulent de l'honnêteté. Je dis pas de l'objectivité, je dis de l'honnêteté et de la déontologie. C'est ça qu'il faut poser.
Alors, en tout cas, c'est ce que vous rappelez dans votre lettre aux autruches et aux tubes digestifs, parce qu'il y a un petit passage, il y a un passage sur justement les médias et comment s'informer autrement et de manière aussi réelle le plus possible. Et vous revenez aussi sur le pouvoir démocratique des Français. Vous rappelez qu'au référendum, on nous a demandé notre avis, mais finalement, on n'a pas respecté notre avis. On en revient aussi aux élections européennes, qui sont, nous, on le sait, c'est une véritable mascarade. On peut pas dire autre chose. Mais les gens sont tout de même allés voter, ont cru pour certains au petit parti. Aujourd'hui, Emmanuel Macron déclare la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je pense que c'est intéressant parce que j'y réfléchis comme beaucoup là-dessus, parce que c'est difficile tout ça à décrypter et de voir un peu ce que fait Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron concrètement là on est arrivé à un niveau je crois après c'est la camisole, à mon avis on est à la camisole après. Alors, il fait des choses qui sont vraiment inconséquentes. Je pense qu'il est véritablement Emmanuel Macron il est vraiment inconséquent. Il est véritablement inconséquent parce que c'est quelqu'un qui manifestement se rend pas bien compte. Il n'a pas la conscience des actes qu'il est en train de faire. Il n'a pas la conscience finalement de ce billard à 40 bandes qui est en train de se mettre en place. Ce qui se passe aujourd'hui à la dissolution. Donc vous n'êtes pas dans le camp qui pense que justement c'est une véritable stratégie qu'il avait planifié cette dissolution possible. C'est une très bonne question parce que c'est une question que j'entends depuis 3 jours. Qu'on me pose sur tous les réseaux, qu'on me rencontre, alors je pense que c'est planifié, c'est la stratégie. Moi, je pense franchement qu'Emmanuel Macron, il a un ego surdimensionné, un narcissisme absolument dingue. Je pense qu'il a pris une grosse roustasse dimanche et qu'en fin d'après-midi, quand il a commencé à avoir les premières estimations qui sont remontées de la place Beauvau de Gérald Darmanin, là, il s'est dit, vous voulez du RN, on va vous mettre du RN. Donc il s'est dit, on va dissoudre. Bien sûr qu'il avait consulté, on le sait, il y a eu des réunions avec des agences de pub, des machins, pour essayer de voir ce que ça pourrait faire la dissolution. Mais là, on est face à des gens qui fonctionnent qui sont intelligents, mais je veux dire façon pratique, mais qui sont incultes, littéralement incultes. Et il faut bien dissocier l'intelligence de la culture, littéralement. Vous pouvez avoir des gens brillants intellectuellement qui réfléchissent vite, mais ça ne les exonère pas d'être creux, d'être bêtes et incultes. Et ça, c'est dangereux. Et Emmanuel Macron, à mon sens, est véritablement inculte, je l'ai dit 1000 fois, et il s'est pas rendu compte que en mettant en avant son ego surdimensionné, je crois que même le terme est trop faible, finalement, il s'est pas dit qu'est-ce que ça va engendrer. Qu'est-ce que ça va engendrer derrière, littéralement. Donc, il a balancé la dissolution. Moi, je crois, il l'avait évoqué, il y avait réfléchi, mais je pense qu'il a vraiment fait ça. Il dit, bon, vous voulez du RN, on va vous mettre du RN, et puis après, advienne que pourra. Alors oui, la stratégie politique pourrait être la suivante. On va mettre le RN, ils vont en prendre plein la bouche, la dette, l'insécurité, le chômage, les JO. Comme ça, ils vont sombrer avec, donc je vais les massacrer. Et on verra bien en 2027 ce qui va se passer. Voilà. Mais je trouve que si Emmanuel Macron avait largement planifié tout ça, je pense que c'est une énorme erreur. Une énorme erreur. Parce qu'au-delà même de l'erreur stratégique, c'est une erreur parce que là, on pourrait sombrer quand même dans des troubles et quelque chose qui pourrait être extrêmement effrayant pour les Français, pour le pays, littéralement. Et je suis pas convaincu. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est pas Charles de Gaulle quand même. Faut pas y prêter non plus trop d'intention à ce sujet-là. Je veux dire, il raconte tout et n'importe quoi, il raconte tout et son contraire. On le voit bien. Il est arrivé aux commémorations, il est arrivé avec 20 minutes de retard, c'est Rishi Sunak qui a été obligé de l'accueillir. Enfin, on a vécu des trucs de dingue. Non, je pense que dire que Macron avait tout planifié, qu'il savait qu'il allait avoir ça et que la dissolution, il allait la faire, non. C'est y prêter beaucoup trop d'intelligence et beaucoup trop de stratégie politique. Je veux dire, Emmanuel Macron, il n'a aucune stratégie politique. Et puis, je vois pas dans quelle mesure il a une stratégie politique, puisque vous avez bien vu que la situation de la dissolution aujourd'hui et les troubles, ou du moins la grande foire qui est en train de se passer en ce moment, je veux dire, elle vient après 7 ans de macronisme, elle vient après 49-3, elle vient après première élection où il a gagné sur le fil, deuxième élection où il a gagné encore plus sur le fil, une législative qu'il a gagné, il a pratiquement pas gagné, il avait une majorité absolument relative. Et en fait, non. Là, à mon avis, il se retrouve à la barricade, il se retrouve littéralement acculé. Et qu'est-ce qui va se passer? Le RN arrive au pouvoir, il est en cohabitation.
Imaginez il va s'installer dans la campagne. Il nous a dit qu'il allait faire 3 passages télé par semaine. Alors, il va faire Top Chef, il va faire le juste prix, il va remettre en place on plein de choses. attend. Hein. Après, il annonce plusieurs choses, mais finalement, non, mais on à attend, ce niveau-là, il va aller présenter TPMP, il fera le JT de 20h, le JT de France 2, le 13h de France 3, on fera la météo sur M6. Bon, quand même, je sais plus quoi dire. Mais je veux dire par là, c'est qu'il va se retrouver en cohabitation. Il va s'intégrer une nouvelle fois. Il s'est mis en avant dans la campagne comme jamais. On l'a vu une semaine avant l'élection, il a fait les commémorations et débarquement. Il est allé chez Boulot et Lapix dans l'abbaye de Caen. Il prend une branlée le dimanche soir. Il va remettre ça sous le couvert. Il va reprendre une branlée. Qu'est-ce que ça va donner sur la cohabitation? On fait n'importe qui de sain mentalement démissionne. Parce que d'ailleurs, il a commencé à dire en début de semaine qu'il démissionnerait s'il perdait. Et puis hier après-midi, ou je sais pas, il y a quelques jours, ah ben non, finalement, je démissionnerai pas. Enfin, c'est un camelot. C'est un véritable camelot inconséquent, c'est un gosse capricieux qui ne prend pas conscience que ce pays va au drame. Il est déjà dans le drame économique, le drame social également, une insécurité galopante. On est vraiment dans un pays qui s'effondre. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que Macron l'avait prévu, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Il va se retrouver en cohabitation, il va pouvoir rien faire. Et puis je veux vous dire que si le RN s'effondre, c'est le pays qui s'effondre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, encore des Français, qui se disent pourquoi pas le RN? Donc ils se disent c'est les seuls qu'on n'a pas essayé. Mais si jamais le RN déçoit, si le RN ne sauve pas le pays, du moins, on verra bien, mais au moins si le RN ne répond pas à ses contradictions sur l'Union européenne, parce que Bardella ne veut pas sortir de l'Union européenne, ils ont bien fait marche arrière dessus. Si jamais, finalement, les Français se rendent compte que le RN n'est pas capable de redresser les comptes, de régler le problème de l'insécurité, de donner un peu de pouvoir d'achat aux Français, qu'est-ce qui restera derrière? Il restera plus rien. Il restera plus rien. Là, c'est le chaos. Là, oui, on pourra parler de chaos. Parce que les derniers espoirs d'une incarnation politique pour remettre ce pays dans l'ordre sera vaine, sera nulle et non avenue. Donc là, oui, c'est un véritable chaos, parce que le problème, Kate, c'est quand vous n'avez plus d'incarnation politique. Et aujourd'hui, il y en a très peu d'incarnation politique. Généralement, il y a de plus en plus de gens qui veulent sortir de l'Union européenne, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que la mondialisation est en train de nous massacrer, c'est un véritable baigne-sang social, c'est un massacre sur tous les plans. Et bien entendu, c'est la dernière bouée de sauvetage. J'ai toujours dit que le RN était une soupape de sécurité pour l'oligarchie, une véritable soupape de sécurité. Et regardez ce qui s'est passé en Italie avec Meloni. Meloni nous a parlé de la peste brune derrière les Alpes, le fascisme est en Italie. Meloni, elle est allée claquer la bise à Ursula von der Leyen, elle est allée claquer la bise à Biden, elle est allée claquer la bise à Zelensky. Georgia, comme Matteo Salvini, ils se sont couchés gentiment, voilà, sous les diktats de la BCE, et ils font comme on leur dit de faire, littéralement. Et ça, c'est le vrai problème. Parce qu'à force de tirer sur la corde, elle va casser. Et moi, là où c'est très effrayant, c'est que le jour où la corde lâche, très sincèrement, je vous avoue, je suis pas très enthousiaste à cette idée-là. Le chaos pour le chaos, je suis pas enthousiaste. Mais Macron, et je veux terminer là-dessus, il y a Macron. Mais regardez ce qui se joue en ce moment, depuis quelques jours. Tout éclate au grand jour. La décomposition, je le dis bien, la décomposition actuelle de notre classe politique éclate au grand jour. Le Reconquête qui va pleurer pour le RN qui veut pas filer à Reconquête, les Républicains, mais vous êtes des paillassons de Bruxelles, en fait. Vous êtes des paillassons de Bruxelles. Ciotti qui rejoint Reconquête parce qu'il veut garder le siège, il veut garder le siège là. Le RN, pas Reconquête. Ouais, vous avez raison, pardon. Vous avez raison de me reprendre. Le RN, certains vont le suivre, les autres veulent rester républicains en pensant que parce que ils sont tout aussi européistes que Macron, et pas tous, mais à un moment donné, il y a des postes de commissaires européens, il y a des postes à l'Union européenne, il y a des postes dans les lobbies également. Donc finalement, ces gens-là se tiennent, et ce qui est rigolo, c'est que depuis 48 heures également, là, l'oligarchie, manifestement, c'est terrible, c'est pas le cas, mais j'exagère un peu, mais on a l'impression que l'oligarchie bruxelloise a fait passer des éléments de langage à tout le monde. Et là, depuis 2 jours, même depuis 24 heures, c'est le RN, c'est le chaos, la déstabilisation du pays, littéralement. C'est-à-dire que là, on nous fait, et avec des ingérences. On a entendu certains hommes politiques qui ont commencé à parler d'ingérence, mais on est chez les dingues. Donc, ce qu'on nous a sorti avec les Gilets jaunes, ce qu'on nous a sorti pendant la réforme des retraites, ce qu'on nous a sorti avec la crise agriculteur, là, finalement, l'oligarchie qui se sent pris au piège, fait ce qu'elle fait faire de mieux, c'est-à-dire, si c'est pas nous, ça sera le chaos. Si les Français continuent dans cette voie, ça sera le chaos littéral. Oui, parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'oligarchie bruxelloise est en train de vraiment vibrer, littéralement, parce qu'on voit dans tous les pays que ça monte énormément. Mais les gens sont pas racistes ni fascistes. Les gens n'en peuvent plus. Et donc aujourd'hui, la dernière alternative qui semble à peu près crédible pour des millions de Français,
qu'on le déplore ou pas, peu importe, c'est le RN, puisque souvent on entend, ils ont jamais été au pouvoir, donc laissons-leur chance. Mais c'est la fin du processus, là. On est à la fin de la bobine. Vous savez, c'est comme quand vous avez du scotch. Vous tirez, au bout d'un moment, ça vient plus. Parce qu'il n'y en a plus de scotch. Mais là, c'est pareil. Donc, on vit un moment d'une extrême intensité, d'une extrême gravité, je le dis. C'est un retournement historique, un basculement historique important. Et si vous jetez un peu, d'ailleurs, je me suis remis récemment dans le bouquin de Patrice Guénifé, l'historien Patrice Guénifé, notamment sur la révolution de 1848, les révolutions, même 1789, qui a commencé un peu avant, on se rend compte que c'est une sédimentation, un enchaînement de faits qui ont l'air un peu, qui ont pas l'air d'avoir de lien les uns entre les autres, mais en fait, c'est un rouage comme une horloge qui se met en route petit à petit, et Macron, lui, accélère tout. Par narcissisme, par ego dimensionné, en pensant que, alors, parce que si le gars pense qu'à un moment donné, ça va être le chaos et que les gens vont le rappeler comme le sauveur, là, je pense que vraiment, il faut que quelqu'un lui dise, hein. Il faut vraiment que quelqu'un dise à Manu que ça se passe pas comme ça, en fait. Voilà. Et voilà, pour répondre à la question, j'étais un peu long, mais pour répondre à la question de savoir si Macron c'est prémédité, je crois pas. Quand vous avez des ministres sur les plateaux télé et qu'ils apprennent sur leur téléphone portable qu'ils viennent de dissoudre l'Assemblée, ou du moins qu'ils l'auraient appris 10 minutes avant, manifestement, là, c'est OK Choral, quoi. C'est OK Choral. On n'est pas sur le général de Gaulle, manifestement. Voilà, on est plutôt sur le gamin capricieux qui a pris une paire de bouffe et qui se dit, puisque c'est comme ça, je vais aller bouder dans la chambre. Voilà. Et donc, je ne prête aucune intelligence politique à Emmanuel Macron. Voilà, parce que l'intelligence politique, il n'y en a pas eu. Simplement, l'opposition politique, il n'y en a pratiquement pas eu, à part quelques députés, bien entendu, sur le Covid, sur les gilets jaunes, sur la crise sanitaire, sur la guerre en Ukraine, sur les JO. Personne n'a rien dit. Tout le monde s'est couché pour les postes parce que le fromage la soupe est bonne et que le fromage, ils mangent dans le fromage. Je suis désolé d'être un peu populiste, hein. Enfin, bon, j'estime que c'est pas du populisme, c'est de l'analyse politique. Et Emmanuel Macron, en fait, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est finalement 40 ans de gabegie. 40 ans de gabegie, 40 ans d'effondrement intellectuel et culturel de nos élites, c'est des intérêts privés, conflits d'intérêts, c'est tout ça que nous vivons aujourd'hui. Nous avons plus ou très peu d'hommes d'État dans ce pays-là et très peu une classe politique finalement qui met en partie, une nouvelle fois, en partie, qui méprise le peuple et surtout ne réfléchit que pour des intérêts partisans, des intérêts de poste, des intérêts d'indemnité et qui espère à un moment donné soit récupérer le pouvoir en alternance unique, comme disait Michéa, soit aller à la Commission européenne ou à Bruxelles, littéralement. Et le jeu démocratique ne peut se saisir qu'à partir du moment où vous avez une classe politique qui est légitime aux yeux des Français et que vous acceptez, vous, de donner votre voix à quelqu'un ou de dire « je délègue ma souveraineté personnelle à un ensemble politique qui permettra de m'assurer sécurité, richesse ou du moins sérénité économique, une certaine sécurité sanitaire et puis une vie paisible, en fait, tout simplement. » Et quand vous avez ce lien rompu, quand vous avez ce lien rompu de la légitimité, c'est terminé. C'est la porte à n'importe quoi. Et ce que nous vivons aujourd'hui avec les solutions, c'est pas qu'un fait politique. C'est finalement le dernier tableau de 40 ans de trahison de notre classe politique. Ni plus, ni moins. Et avec aussi ces autruches digestifs qui n'ont pas réagi quand il fallait réagir. Qui ont laissé faire. Et eux aussi sont responsables de ce qui se passe en ce moment. Et c'est les mêmes qui ne sont pas allés voter. Hein. Et c'est les mêmes qui n'auront pas voté aux législatives. Il faudra qu'ils attendent, à un moment donné, que ça leur tombe sur le coin de la gueule, pour qu'ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, ouais. Mais alors là, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut encore croire au vote, finalement? Parce que qu'est-ce que ça changera? Qu'est-ce que ça changera d'aller voter comme on a été voté aux élections européennes? Qu'est-ce que ça changera, finalement? Vous avez parlé de chaos politique. C'est vrai, vous avez parlé de chaos politique au niveau de la droite. Ce même chaos politique se ressent aussi au niveau de la gauche aussi. On a vu toute cette alliance-là à laquelle on s'attendait pas forcément et on les voit tous comme des petites souris là, on a l'impression qu'ils s'agitent vite. Mais finalement, enfin c'est le 30 juin et le 7 juillet, c'est ça jusqu'à preuve du contraire, oui, pour l'instant. Pour l'instant. En tout cas, il suit bien l'article 12 de la Constitution, effectivement, où les élections... Vous avez raison. Il y a une agitation incroyable. C'est un véritable volcan politique où tout le monde, au moment où on se parle, il y a des discussions, tard dans la nuit, ça dort pas, et je vais prendre Serge Circo, et je m'associe avec toi, je m'allie avec toi. Ils en sont encore là, ces gens. Ils en sont encore là. Sous couvert de la gauche. La gauche qui a encore une semaine prenait parti, défendait Gaza. Maintenant, ils ont oublié Gaza. Maintenant, ils sont que là, quoi.
Maintenant, c'est est-ce que Guzman va s'associer avec Roussel? Est-ce que Roussel va s'associer avec Bompard de LFI? Est-ce que machin va venir là? Est-ce que Place Publique a fait 13,9% aux européennes et suffisamment fort pour demander des circos? Donc, on a oublié le conflit israélo-palestinien, mais là, ils sont là-dedans. Donc, c'est fou. Mais parce que ces gens-là cherchent à avoir des postes, littéralement, et à garder leurs postes. C'est comme les Républicains. Ils ne cherchent qu'à garder leurs postes. Vous voyez bien qu'à un moment donné, quand vous êtes à ce niveau-là d'intérêt privé, partisan, d'appareil politique, vous n'avez plus rien à foutre du peuple. Et moi, je me suis toujours fracassé en me disant, finalement, les gars se disent, on va faire des alliances parce que les gens qui votent généralement pour moi, si je m'associe avec lui, vont me suivre et vont voter aussi pour lui ou pour moi, enfin, dans n'importe quelle configuration. Mais vous prenez vraiment les gens pour des jambons, en fait. Vous prenez les gens pour des jambons. Donc, vous estimez avoir un stock de voix, et où vous alliez, le stock de voix, vous le traînez derrière vous, il vous suit. Non mais, on est chez les fous. Et en fait, ils ont toujours le mot peuple à la bouche, la démocratie, lutte contre l'extrême droite. Mais vous êtes l'extrême bêtise, en fait, concrètement. Vous êtes véritable extrême bêtise, et vous êtes vraiment, ils sont harnachés sur des intérêts purement privés, que ça soit à gauche ou à droite. C'est pareil. Le pays vit un moment, mais depuis notre époque contemporaine sur la Ve République, qui est absolument grave. Et il faut quand même que les autruches études digestives s'en rendent compte. Et eux, non. Ils vont passer presque 10 jours à ne pas dormir avec les combinés, les staffs, les machins, pour s'appeler, essayer de voir les circuits et tout, alors que le pays est en train de crever. Littéralement, que les Français sont en train de crever. Voilà. Donc, je le dis, ce que nous vivons aujourd'hui, ça ne tombe pas nulle part. C'est la fin. C'est notre pays. La démocratie de notre pays est en phase terminale. Littéralement. Donc, soit on s'en sort. On verra bien comment. Soit on va dans le mur, littéralement dans le mur. Et ça, franchement, je vous assure, je suis pas très impatient de le connaître, littéralement, véritablement. Je suis pas partisan du chaos, moi. Voilà. Mais par contre, je suis partisan du redressement et de reprendre notre vie politique en main, notre vie démocratique en main. Mais aujourd'hui, avec les loulous qu'il y a là-haut, ça va être très compliqué. En tout cas, votre livre est encore plus d'actualité, j'ai envie de dire. Cette lettre aux autruches et aux tubes digestifs est vraiment d'actualité, parce qu'avec cette annonce que vient de faire Emmanuel Macron, finalement, il lève un peu le voile sur une véritable mascarade. Là, si on le voit pas, c'est que vraiment... j'ai plus de mots en fait, je sais pas quoi dire quoi, voilà. Là c'est vraiment le sursaut qu'on attend depuis des années de la part des citoyens. Moi je vais vous dire, il y a une amie avec qui il y a pas très longtemps, puisque là il m'appelle parce qu'ils savent qu'il se passe un truc, donc il m'appelle. Elle me dit, mon Nico, moi j'ai pas envie que tu me parles de ça parce que moi j'aime bien rester dans un état d'esprit positif. Voilà, un état d'esprit positif. Mais c'est quoi un état d'esprit positif? Vous voyez? Donc je veux dire, il y a quand même un peu de travail à faire encore, mais on va quand même finir sur une note positive. Avec les gilets jaunes et la crise sanitaire, il y a quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas ouvert les yeux, qui ont ouvert les yeux. Et je peux vous assurer que moi, je fais beaucoup de conférences partout en France pour ce livre-là. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément de gens qui viennent à ces conférences, moi et d'autres, et je suis impressionné par le nombre de collectifs citoyens depuis les gilets jaunes, de collectifs notamment depuis la crise sanitaire, qui se sont mobilisés partout en France, qui créent un maillage territorial très important qu'on ne peut pas cartographier parce que c'est très compliqué. Mais je suis quand même, moi, je suis plein d'espoir parce qu'il y a énormément de gens qui ont basculé dans la citoyenneté depuis la crise sanitaire et qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait au moins lutter. Lutter, c'est ne serait-ce que regarder cette vidéo, regarder vos vidéos, regarder votre chaîne, regarder nos chaînes, et le fait de mobiliser déjà du temps sur ces chaînes-là et d'avoir des interviews et des grilles de lecture, c'est déjà formidable parce qu'en termes de démocratie, moi franchement, il y a encore 2 ans de ça, je donnais pas cher dans notre peau. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est le cas. Alors, il y a quelques semaines, je recevais, alors en cam to cam, pas en studio, Étienne Chouard, le grand expert du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ce serait une alternative, par exemple? Alors non, parce que je suis en désaccord avec Étienne Chouard, que je connais pas, que je n'ai jamais rencontré pour le coup, mais j'ai écouté comme beaucoup ce qu'il dit, parce que j'estime qu'aujourd'hui, avec les autruches et tubes digestifs, vous savez, je ne crois pas du tout à la démocratie horizontale. C'est-à-dire, pourquoi? Je le dis dans mon livre. Il y a des gens, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il pourrait y avoir des chiens errants dans la rue, des machins, des sidémies, même dans un chaos absolu. Il y a des gens qui s'en contrefoutent. Ils ne veulent pas décider, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas s'engager. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc la démocratie horizontale, je n'y crois pas. Dans le village dans lequel j'habite, il y a des gens qui s'en contrefoutent. Ils savent qu'il y a des problèmes, ils savent que ça va pas,
mais ils veulent pas s'engager, ils me le disent, moi j'ai pas envie de m'engager. Et puis, et pas que là, mais il y a beaucoup de gens qui, quoi qu'il se passe, ne voudront jamais se mettre les mains dans le cambouis. Donc, penser effectivement que la démocratie horizontale, que chaque voix vaut chaque citoyen vaut une voix, je pense que je pense que c'est pas une bonne option, littéralement. Donc, c'est intéressant, le RIC, bien entendu, mais moi, j'aime vous dire, on a le référendum en France. On a déjà le référendum. Moi, je mets pas en place des institutions ou le fonctionnement. On pourrait, parce qu'on pourrait parler du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. Ça, je pense que ça serait vite réglé, cette histoire. Très, très vite réglé. La Cour suprême, c'est le peuple, comme disait De Gaulle. Ça, il y a des choses à changer, des choses à modifier. Ça, c'est clair. Le mandat révocatoire, je pense que c'est intéressant aussi. Il faut vraiment y porter quelque chose. Comme les députés et les sénateurs qui se sont augmentés de 300 et 700 euros pour faire face à l'inflation. J'aurais aimé savoir si le service des impôts aurait pu aussi nous faire une petite ristourne d'abattement pour faire face à l'inflation. Je pense que ça n'a pas été le cas, ni pour les entrepreneurs qui nous regardent. Je pense pas qu'ils leur aient fait une fleur. Par contre, sur l'idée même, nous avons le référendum. Le problème, c'est pas les institutions, le problème, c'est les gens, c'est la classe politique qui a trahi. C'est le problème de la classe politique qui a trahi. C'est eux qui ont dévoyé le fonctionnement des institutions. Je crois que le général de Gaulle avait trouvé le bon équilibre entre cette espèce de république et de monarchie, avec un président de la République élu au suffrage universel pendant 7 ans à l'époque, 5 ans après, et avec des députés, des représentants du peuple, qui pouvaient contrôler l'exécutif. Mais il faut avoir des gens qui ont la nation dans le sang, qui ont l'intérêt général dans le sang, qui ont le devoir de défendre les Français qui travaillent, les Français tout court, les plus paupérisés, les plus pauvres, et aussi donner les moyens à ceux qui sont un peu plus riches également de pouvoir participer à la vie de la nation, aider à leurs moyens et aussi plus de liberté également. Donc je suis pas convaincu que il faut se dire on va faire un RIC généralisé partout. Ça ne marchera pas parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire. Allez voir les dirigeants d'associations ou allez voir les gens qui gèrent les équipes sportives. Allez gérer, moi qui participe à du foot en vétéran où on est 25 mecs, déjà à ce niveau-là, arriver à gérer 25 mecs pour savoir si le mercredi soir vous êtes là à 19h au stade, vous allez voir le bordel. Voilà. Si vous voulez faire ça à l'échelle d'une nation, je veux dire en termes d'engagement, de disponibilité, voilà ce que je veux dire. Je fais un parallèle un peu, mais hâtif, mais c'est ça grosso modo. Non, je crois que le fonctionnement qu'avait voulu le général de Gaulle est un bon fonctionnement. Nous avons les outils à un moment donné pour que le peuple reste souverain, mais effectivement, là où le problème se pose, c'est que nous avons aujourd'hui la classe politique, je l'ai dit 20 fois dans cette émission, qui manifestement, pour la plupart, a trahi. Donc, dans ce sens-là, peut-être que le mandat révocatoire pourrait être une bonne chose, mais ça demande que le problème vienne de beaucoup plus loin, c'est-à-dire c'est la formation de nos élites, déjà, la formation de nos élites, et aussi la capacité d'avoir des représentants politiques, du président au conseil municipal, qui, à un moment donné, travaillent pour les intérêts généraux. Et tout est là, l'intérêt général. Et ces gens, effectivement, notamment pour les députés et les autres, ils devraient être démis. Voilà. Mais ça pose aussi les questions du premier Union européenne, on en a parlé, il faudra en faire une émission de 4 heures. Voilà. Et si les gens ne se mobilisent pas, demain, l'Europe sera fédérale. Et la France ne sera plus qu'une espèce de province avec un sous-préfet de Bruxelles. Littéralement. Voilà. Et c'est pour ça que si ces gens ne se bougent pas, on y va tout droit. Et vous n'êtes pas le premier à nous transmettre ce message, justement. C'est que quelque part, il y a une once de vérité dans ce que vous dites, et ce serait bien que les téléspectateurs l'entendent. Et pour revenir au général de Gaulle, j'ai aussi envie de vous dire qu'en ce moment, moi, de mon point de vue, je ne vois personne qui ait le charisme du général de Gaulle pour être à la tête du pays, et ça, c'est... Mais vous avez entièrement raison. On m'a posé la question d'ailleurs hier, je crois. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, alors je sais que dans les commentaires, on va avoir toute une série de noms. Je le sais, et tant mieux. Mais je crois qu'il faut quand même bien différencier entre les personnalités qu'on connaît et tous les gens aujourd'hui dans ce pays qui sont brillants, intelligents, qui sont inconnus du grand public, qui travaillent énormément, qui font des bouquins, qui réfléchissent. Et je crois qu'on a suffisamment de vivacité dans ce pays pour trouver quelqu'un. Est-ce que, encore faut-il être dans la démarche de l'homme providentiel? Je ne suis pas dans cette démarche-là. Mais je connais énormément de gens que personne ne connaît, parce qu'ils sont anonymes ou inconnus des médias alternatifs, ou des médias, plutôt, des médias indépendants, je préfère médias indépendants. Mais je crois qu'il y en a quand même beaucoup. Et moi, j'en rencontre beaucoup. Je peux vous assurer que si jamais la relève devait être assurée, elle sera très clairement assurée. Voilà. Avec des gens brillants, intelligents et qui ont la nation dans le sang et dans la chair. Eh bien, on compte sur eux, alors. Bien entendu. On les attend. Merci beaucoup, Nicolas Vidal, d'avoir été notre invité. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Et merci de m'avoir reçu pour ce long entretien, en tout cas. Voilà. Merci à vous. Merci.